Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir. L'Instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet, reçoit aujourd'hui le réalisateur Pierre Mazingarbe à l'occasion de la sortie de son film La pire mère au monde au cinéma le 24 décembre. Pierre, salut, comment ça va ? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci beaucoup. Tu faisais l'ouverture du FIF de La Roche-sur-Yon en octobre dernier, puis tu as parcouru la France entière pour une belle tournée d'avant-première. Comment as-tu vécu cette tournée et comment tu te sens après les premiers retours publics ? C'était vraiment très très chouette. C'est un film qui est pensé pour le public, enfin en tout cas que c'était le pari du film, que ce soit quelque chose de, enfin voilà, qui donne des émotions très variées et on a vu ça en salle, c'était incroyable quoi. Puis moi j'apprends énormément en fait, ça paraît bête, mais sur le cinéma à travers les réactions des gens en fait, comment ils le prennent. Il y a par exemple quelque chose qui me frappe, c'est que bon le film il a un côté hybride. Il y a de la comédie, il y a du polar, il y a un peu de la comédie horrifique, comédie d'action, il y a du drame, c'est assez varié. Une des choses dont je suis très agréablement surpris, c'est à quel point le public apprécie ça, en fait. Ils me disent souvent, bah voilà, le film, il est complet, on passe par plein d'émotions, on accepte en fait tous ces genres, et ça fait extrêmement plaisir, quoi, le côté, on rit, on pleure, quoi, un peu, si, pour dire les choses simplement, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis après, on va dans les questions de fond, sur les questions de mère-fille, sur le sacrifice d'une mère, et ça devient voilà, tout aussi intéressant. Bon, il y a parfois aussi l'occasion, par exemple, de développer sur l'aspect visuel. Moi, pour la première fois, là, lors d'une avant-première, là, enfin, j'ai commencé à ramener des storyboards et montrer. Et je pensais pas, en fait, que ça allait à ce point-là intéresser les gens, quoi, qu'ils étaient extrêmement contents, émus de faire ça. Et puis, moi, je fais la tournée essentiellement avec Muriel Robin parce que Louise Bourgoin est retenue en tournage. Et c'est incroyable de voir l'amour du public pour Muriel et de voir que son public nous suit aussi sur un film qui, a priori, est un peu un ovni par rapport à ce qu'on pourrait attendre de Muriel Robin. Avant d'aller plus loin, Pierre, sache qu'une personne que tu connais a souhaité te laisser un message et tu le découvriras à l'issue de cet entretien. Ah mais ça me tend le spoiler de ouf, je veux trop savoir c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on m'a dit. La pire mère au monde, ton premier long métrage, c'est quelles sensations, quelles ambitions quand tu te lances dans ce projet ? Les ambitions, on le comprend a posteriori, sont assez enfin, dingues pour un premier long métrage parce que il y a déjà une ambition formelle, c'est-à-dire que je voulais quelque chose, j'avais en tête quelque chose de très précis sur le plan visuel. J'avais des couleurs pour les séquences, j'avais envie d'énormément de machinerie. Je voulais une forme très, très marquée, entre guillemets, virtuose. Ça paraît bête à dire, mais quelque chose en tout cas qui fasse très travaillé, quoi, très maîtrisé. Donc on a énormément pensé, quoi. Il y a quasiment un an de découpage de storyboard avant d'aller tourner, quoi. C'était un bordel en termes déjà techniques. Bon, c'est pas forcément ce qui passionne le plus le grand public, mais faut s'imaginer que quand on doit faire cramer deux personnes, voilà, deux torches humaines, moi j'ai jamais fait ça. Comment on fait ça? Des tonnes de chiens, les chiens dressés, c'est hyper compliqué. 120 plans truqués, bah, c'est une galère à mettre en place. Tourner 25 plans par jour pendant cette semaine, en fait, c'est extrêmement épuisant. Enfin, je savais que ça allait être dur, tout le monde m'avait dit, mais c'est un point en fait de concentration. Il y a des journées où tu débarques au plateau, t'as 150 figurantes et il y en a une autre, je sais pas, voilà, t'as 250 personnes au plateau, c'est une pression qui est monstre. Donc, il y avait une ambition de dingue. Et en même temps, on était tout à fait préparé avec cette équipe, quoi. Moi, j'avais commencé à tourner avec certains et certaines depuis que j'ai 19 ans de mes premiers courts-métrages. Donc, on s'est entraîné, on a appris à se connaître et à réfléchir et à travailler ensemble et à avoir une exigence en fait très élevée, tout en se faisant confiance, quoi. À un moment, ma chef déco, je sais pas, sur les 50 décors qu'elle a préparés, il y a deux décors sur lesquels j'ai retoqué, quoi. Je dis, bon, attends, on va plutôt là-dedans, quoi. Mais on se connaît si bien que ça aide beaucoup. Et après, on est porté par la confiance des interprètes parce que ça reste le cœur du plateau, c'est-à-dire, moi j'ai vraiment eu de la chance sur des interprètes qui travaillaient énormément, qui avaient accepté de répéter, qui connaissaient leur texte au cordeau, et vraiment, c'est pas du tout la norme en France. Voilà, Louise, Muriel, Chaton et tous les autres, enfin, voilà, il n'y avait pas un mot de travers, c'était le texte dessus. Donc ça paraît rien, mais en fait, c'est une grande chance en fait d'être accompagné là-dedans avec cette qualité de travail. Donc voilà, là c'est un peu sur la partie on va dire, purement professionnelle.
Après, il y a une joie juste de gamin de s'amuser à fabriquer un film en équipe. Il y a un côté aussi très, très rigolo, c'est très joyeux. Ce qu'on a en tête petit à petit prend forme jour après jour. Et on va retrouver ça et le remodeler au montage, quoi. Je m'appelle Louise de Pilegui, j'étais vice-procureure du parquet de la Gers de Lyon. Cocaïne. Je me croyais invincible, monsieur le procureur général. Ça va être très difficile de vous succéder. J'aimerais postuler. Tout le monde vous déteste. Si vous étiez parti dans une petite juridiction, vous auriez gagné le respect de tous les parquetiers. Nogent-le-Creux, pourquoi avez-vous refusé? Ma mère y travaille. Elle est greffière. Bonjour Louise. Bonjour, madame la greffière. Dépêche-toi, on est en retard. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vus, tu pourrais t'intéresser à ma vie. T'as des enfants? Non. Copains? Copines? Non. Alors pourquoi tu veux qu'on en parle? On est le substitut de Pilegui, capitaine Chaton. Il est où votre suspect? Il a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Madame la greffière, c'est moi qui pose des questions. T'arrêtes de me faire chier, tu fais ton travail correctement et tu me laisses faire le mien. Elle me demandait juste comment ça allait. Hein. T'es en train de jouer ta carrière pour un putain de chien? Arrête. Elle a toujours été opportuniste. Ben, je la trouve seule, votre mère. Je la connais mieux que vous. Vous l'avez pas vue depuis 15 ans. Je peux avoir mon autopsie? Beyoncé! On cherche le chien sans tête, il est où? Depuis quand ma carrière t'intéresse? Depuis que t'es ma fille. Si t'avais pas coupé les ponts, tu le saurais. Arrête de te foutre de ma gueule! Est-ce qu'elle peut sortir? J'ai peut-être pas été la meilleure des mères, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et tu vois, quand je regarde ma fille, je suis fier de moi. Je suis désolé. Ta gueule! Passage donc du court-métrage au long-métrage, ton premier long-métrage. Budget plutôt confortable, bien que ce soit pas un immense budget, mais pour un premier long-métrage, ça reste un très beau budget. C'est justement quelle masse de travail de devoir allier un tel casting avec un tel budget, tout en restant dans un projet à taille humaine et un tournage assez ramassé. En fait, la grosse différence entre le court et le long métrage, c'est que bon, déjà, nous, on a bénéficié quand même sur un premier long d'un super budget. C'est pas un budget énorme, voire pas du tout pour un film en soi, mais pour un premier long, on était quasiment à 4 millions d'euros, donc c'est quand même super. Après, le film, vu son devis initial et son ambition, il fallait vraiment faire rentrer des carrières dans des ronds, hein. C'était super, super compliqué. Donc, la quantité, la masse de travail est toujours astronomique. Quand on alloue du temps à une séquence, en fait, on a tellement de choses à y faire que finalement, en fait, rien n'est facile. Quand j'ai peu de temps pour une séquence, c'est que j'ai juste 3 plans à tourner, mais j'ai une demi-heure pour le faire, quoi. Donc, faut bourriner tout le temps. Donc, c'est très complexe d'avoir le recul, quand même. Mais malgré tout, on a des moyens. Et la grande différence, moi, je l'ai vu en montage, c'est-à-dire que j'étais pas en carafe comme je pouvais l'être, par exemple, en court-métrage. C'est-à-dire qu'en court-métrage, on fait 2, 3 plans, on se couvre un petit peu et assez vite, on se rend compte qu'on n'a pas d'autre prise, qu'on est un peu en galère. Là, j'ai jamais été franchement coincé en montage, quoi. Il m'a manqué 1 ou 2 plans larges, mais on s'est débrouillé pour le monter, mais j'étais plutôt bien. Et après, en fait, la question fondamentale, c'est hyper technique, beaucoup d'ambition et de travail en amont, enfin de préparation, je veux dire. Mais la question, c'est plutôt est-ce qu'on s'est planté en amont? En fait, en soi, il y a une relative facilité au plateau, mais les choix déterminants, ils sont faits avant, ils sont faits au moment déjà du choix des interprètes. Si je me plante dans le casting, c'est fini. On peut pas faire jouer un boucher et un charcutier, quoi. Il y a un truc où on va travailler, on va affiner, on peut répéter, mais il faut pas se planter là-dessus. Il faut qu'il y ait, entre guillemets, l'alchimie. C'est pas humain, tous les gens sont pros, donc ça roule. Mais l'alchimie en fait de jeu, d'adéquation, de rythme, qui est difficile à trouver, surtout en comédie, il s'avère que moi je trouve que ça a été hyper intéressant de voir 2 actrices, Louise et Muriel, qui travaillent tout à fait différemment. Muriel, elle vient de la scène, Louise, elle a un rapport au jeu qui est plus instinctif, et moi j'ai adoré travailler avec ces 2 types d'approches. Euh, et donc voilà, on se demande est-ce que ça, on va réussir à, entre guillemets, homogénéiser, en tout cas à trouver le même rythme. Parce que moi je travaille beaucoup à l'oreille. Enfin beaucoup de gens font ça en comédie, hein. Mais on travaille le rythme à l'oreille, on va voir est-ce qu'il va y avoir du répondant quand on va diriger, réorienter, travailler la rapidité, l'écoute entre les actrices. C'est pas la même chose si j'envoie en fait un scud sans avoir pris le temps d'écouter ce qu'on avait dit, ou bien je fais 5 secondes de silence et paf, je t'envoie le truc. Là, ça veut dire, ok, j'ai pris en considération ce que tu m'as dit. Donc, le scud, quand je vois le personnage, vraiment, il est réfléchi, donc il est méchant, par exemple. Donc, ces temps-là, on va les creuser ligne à ligne sur une centaine de séquences. Donc, c'est beaucoup de boulot en amont, quoi. D'où est venue l'idée de la pire mère au monde? Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette relation de mère-fille dysfonctionnelle, à la fois drôle mais aussi douloureuse? Alors, le point de départ, bon, j'avais un peu
sur l'écriture et qu'est-ce qui m'a amené à la mère-fille. Le point de départ, c'est je reçois de la part d'une amie proche, elle est magistrate, et elle est en train de tirer avec une Kalachnikov dans le sous-sol de son tribunal. Et je me dis, mais c'est quoi ces femmes-là puissantes, ces cow-boys, ce truc de dingue? J'estime qu'on est dans un monde profondément patriarcal. Il y a des femmes puissantes, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a une anomalie, quelque chose d'intéressant. Je découvre le milieu des magistrates, parce que les magistrats, c'est essentiellement des magistrates. Je passe du temps au tribunal, je me mets à écrire une enquête, et petit à petit, il manque un truc familial. Moi, dans tous mes courts-métrages, il y avait un lien familial, quelque chose. Et en fait, l'enquête judiciaire devient une enquête sur une famille, et bah voilà, à un moment, je me dis, bon, bah voilà, c'est une comédie, je vais pas forcément être réaliste, je vais pas avoir d'un côté le récit qui se passe au tribunal, et puis le soir, on rentre à la maison, il y a le récit de famille. Ça va, il me faut 3 heures si je fais ça. Et donc, ça paraît bête, mais il m'a fallu 6 mois pour comprendre. Mais non, on va briser un des codes réalistes, c'est-à-dire mère et fille travaillent ensemble. Une greffière et une procureure peuvent pas travailler ensemble si elles sont de la même famille, ça, c'est pas réaliste. Mais si tu acceptes le code de la comédie, en fait, on s'en fout complètement. Voilà, ça me prend 10 secondes à dire, mais il m'a fallu 6 mois, quoi. En fait, voilà, c'est temps de comprendre dans quel code tu t'inscris. Euh, et en fait, pour répondre plus précisément à ta question, moi, ce qui m'intéressait, c'était quel est le fond de misogynie derrière la culpabilité des mères? Pourquoi c'est toujours la pire? Pourquoi cette fille, elle pense qu'elle a la pire mère au monde? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris en fait de sa mère? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris les sacrifices qu'elle a fait? Et surtout, c'est quoi ce père qui est déifié, quoi? Il est parfait, il est génial, c'est le parfait cow-boy incroyable, c'est une icône, elle le regarde comme si, enfin voilà, au début du film, il est plongée contre plongée, elle le regarde, il est 3 mètres au-dessus d'elle, enfin, c'est mon papa, mon chéri, quoi, il y a une relation quasi incestueuse. Et en fait, elle va comprendre que ça, c'est parce que sa mère lui a dit d'aimer ce père. Et pourquoi elle a dit, ah, voilà, ouais. Elle va comprendre petit à petit dans le film, et on va casser ça. Pourquoi il a fait ça? En fait, ce père, il est peut-être pas si parfait que ça. Le casting était pour toi une évidence dès l'écriture ou c'est venu peu à peu? Sur un premier long, on n'est pas certain de le faire, donc non, j'écris vraiment dans mon coin avec mon co-auteur Thomas Pujol. On a eu l'aide d'une brillante dramaturge qui s'appelle Sarah Vickler, qui nous a vraiment transmis beaucoup de choses et beaucoup de connaissances dans l'art du récit. Et une fois ça écrit, on passe à la distribution, on tombe sur Muriel Robin très vite, et puis après Louise Bourgoin. Et en fait, c'est donc une fois que le scénario a eu cette forme-là, c'est les actrices à qui on a proposé d'emblée et qui ont dit oui d'emblée, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et après, j'ai agrégé, un peu comme un peintre, enfin je viens des arts plastiques, mais je travaille comme ça, d'autres rapports au jeu. Voilà, Florence Waracaille, elle arrive avec une composition hyper différente pour jouer Chaton, etc., etc. Et chacun arrive avec sa méthode, son ton, et j'essaie de trouver une forme à ça, quoi, pour que chaque manière de jouer, chaque voix, parce qu'on travaille beaucoup à la voix quand même, va pouvoir se faire, quoi. Il y en a qui sont sur des timbres graves, il y a des rapides, il y a des lents, on va voir comment on les intègre comme ça. Surtout parce que moi, je voulais beaucoup de personnages secondaires. Je me suis dit, ok, bon, si je fais un film, j'en ferai peut-être qu'un. Faut qu'il y ait beaucoup de choses. Faut qu'il y ait à boire et à manger, quoi. Comme un sarcophage, quoi. Faut qu'il y en ait pour 5000 ans quand t'es enterré. Voilà. Voilà. Donc, je voulais, au pire, le film, il va être trop dense. Voilà. Et ben, c'est pas grave. Moi, mon truc, c'est d'être trop dense. Je préfère ça, quoi. T'en parlais, donc t'as fait une enquête, mais comment as-tu abordé la reconstitution du quotidien d'un petit tribunal dans une petite circonscription? Est-ce que tu as pu faire une immersion justement en amont du tournage? Ouais, j'y ai passé, alors, déjà des heures. J'ai fait un stage de 3 mois dans le parquet d'un tribunal pour voir un peu comment ça fonctionnait. Alors, il faut le savoir, c'est extrêmement instructif. Déjà, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, la justice est particulièrement ouverte. En tant que citoyen, on peut presque comme ça dire, moi j'aimerais bien suivre une personne dans ce métier pendant 2 semaines, 3 semaines, voilà, c'est possible. Et déjà, la plupart des audiences, en fait, sont ouvertes au public. La justice se rend publiquement, donc vous pouvez y aller comme ça. Ils vous demandent d'éteindre votre téléphone portable et vous assistez à des choses, pour être honnête, d'une grande violence. De la part des faits, mais aussi de la part des magistrats aussi. Enfin, franchement, aucun bon magistrat dit la justice n'est pas violente, ça va pas la tête. Enfin, ils le savent très bien. Quand on voit des gens en trou pour des années, il faut que tu assumes cette part de responsabilité. Et en creusant, en fait, voilà, ce milieu-là, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Les rapports de classe entre ce que tu disais, voilà, la vie d'un tribunal, les rapports de classe entre la greffière d'accueil, elle est même pas perçue parfois comme quelqu'un qui vient du monde judiciaire. Alors, c'est quelqu'un d'ultra formé, mais qui a un lien profond avec les gens en direct. C'est vraiment le passe-plat. Enfin, il y a un truc beaucoup plus naturel, quoi. Ils connaissent très très bien les problématiques des justiciables. Euh, d'où le personnage, par exemple, de Sharon qui est à l'accueil, qui est à l'entrée, quoi, qui est la greffière d'accueil, quoi, qui a un truc beaucoup plus sympathique. Évidemment, après, on pousse les curseurs en caricature, quoi. Voilà, les magistrats méprisants à l'endroit des greffières. Moi, je suis parti d'un blog, voilà, les galères d'une greffière, quoi. Comment elle se faisait parler comme de la merde par les magistrats, et d'où cette réplique, greffière, c'est comme secrétaire, quoi. Alors que c'est
Donc, on part de ça et après, on pousse les potards quoi, pour créer de la compétition qui est très marquée entre les magistrats, des questions de hiérarchie. Voilà, les magistrats, ce sont des magistrates à 80%, mais dès qu'on monte dans la haute hiérarchie judiciaire, il n'y a plus une meuf. Donc, il y a beaucoup de questions. En tout cas, après, il y en avait trop. Par exemple, il y avait le fait, ce qu'on appelle les célibataires géographiques, le fait qu'il y ait énormément de magistrats qui habitent à 300 km de là où ils bossent et en fait, ils voient jamais leur famille. Et plein de problématiques intéressantes qui croisent le genre, la classe, le féminisme. Et à un moment, bon, on resserre. Voilà, on se documente beaucoup et le taux, une fois qu'on a tout secoué, il doit en avoir, je sais pas, un cinquantième qui garde, quoi. Tu lis 50 bouquins et ben voilà, ça va te permettre de sortir un scénario, quoi. Mais il faut faire le tri pour voir ce qui est plus pertinent pour justement qu'il n'y ait pas de digression dans un récit. Moi, je voulais que ce soit, voilà, que ça arrive. Il y a plein de branches, mais il y a un seul tronc, quoi. Voilà. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Quelle scène de cinéma t'a marqué à jamais? Dans Parle avec elle, quand ils sont côte à côte, les deux mecs là, qui voient Parle avec elle de Almodovar, sorti en 2002, quand ils vont voir Café Muller, il y en a un qui pleure et l'autre pas, il regarde et il dit, mais il y avait un mec qui pleurait, je comprenais pas pourquoi il pleurait, il devait penser à quelqu'un. Enfin voilà, Parle avec elle, moi c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. La musique que tu écoutes en boucle en ce moment. Brian Eno, By the River, ou By This River. C'est une musique à un tempo extrêmement lent, ça me change de mon... Parce que je parle vite et je suis speed dans la vie, et c'est un truc lentissime, on ne fait plus du tout des musiques avec ce tempo-là. C'est une musique aussi qui est sur la fin de un très beau film d'Annie Moretti, et La Chambre du Fils, qui avait eu la Palme d'Or des années 90-2000. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film si tant est que tu pleures au cinéma? Alors, passer 30 ans, on se met à pleurer au cinéma. Enfin, me concernant, c'est ça. Euh, Moi, j'ai pleuré de tension, d'amour sur la fin du film de Paul Thomas Anderson. Comment il s'appelle? Une bataille après l'autre? Voilà, une bataille après l'autre. Sur, en fait, de comprendre, mais tout cette galère, tout ce bordel pour raconter est-ce que mon enfant m'échappe? Est-ce que mon enfant est devenu fanatisé? Cette dernière scène est hallucinante. Il y a juste une longueur avant, tu dis, mais enfin là, ça fait 3 heures que ça déboîte. C'est quoi cette longueur là avec la route et tout? On dit, mais c'est pas dans le rythme du film, tout est hyper tenu. Et tu dis, putain, c'est pour ça, mais il est tellement fort, il est tellement fort. Voilà. Ouais, tu lâches pas les larmes, c'est trop beau quoi à ce moment-là. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Trop bien. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Y a pas grand-chose que j'aime pas. Ouais, la cervelle, mais il y a pas grand monde qui aime ça, enfin, c'est un peu particulier. Oui, c'est ça. Si t'étais un fruit ou un légume, tu serais quoi? J'aimerais bien être une pêche, quoi. Parce que, tu sais, t'as le côté doux et tout, en même temps, t'as l'acide du lait. Il y a le noyau qui fait que, quand même, t'es tenu par le sang comme ça, mais c'est... Et puis, je sais pas, James, c'est la grosse pêche, quoi, de Tim Burton, quoi. Ton dernier repas, c'était quoi? C'était pas ouf. Ah non, si, saucisson d'Ardèche, mes parents avec des potes tuent un cochon, donc non, ça c'était pas mal. Du coup, ils m'ont ramené un saucisson vrai, vrai de vrai, fait maison. J'ai mangé du saucisson et du thé toute la journée. La dernière, ton plat préféré? Euh, Hyper compliqué. Moi, c'est quand même les trucs en sauce gras. J'aime bien me travailler des viandes jusqu'à ce que ça devienne une semelle. Tu sais, ou des trucs avec. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ou par exemple, je sais pas, je viens du Nord, donc tout ce qui est carbonate flamande, des trucs. Ah, ça, j'aime bien, quoi. Ouais. Ah, c'est gras, là, tu sens que tu vas avoir un cancer. Oh là là, À quel moment, pour toi, ton film est terminé? Est-ce que t'es du genre, tu vois, à terminer le montage et puis ensuite tu l'envoies et t'essaies de plus trop y toucher? Ou alors est-ce que vraiment, à chaque fois que tu le revois, tu dis, ah, ça, ce serait bien de le changer, ça, ce serait bien de le modifier, et tu remodifies jusqu'à une date butoir qui est fixée forcément par le distributeur et la date de c'est sortie? l'épuisement qui fait que tu lâches, en fait. Tu te dis 95% de ce que je voulais est là-dedans. En fait, c'est quand même beaucoup, moi, tel que je le vois, un art de la communication. C'est-à-dire que j'ai tellement de nez dedans que moi, je suis persuadé quand je tourne une scène que c'est bleu. Et quand tu as 5 personnes à qui tu as vraiment confiance qui te disent non, là, t'es du turquoise, soit tu dis ok, bah en fait, c'est du turquoise et ça me va, soit tu remontes le truc ou tu dégages la séquence, enfin, tu refais en sorte que ce soit du bleu parce que tu voulais que ce soit du bleu. Donc, c'est un peu ça le truc, c'est tu croyais que c'était ça, mais en fait, c'est une autre couleur, un autre tempérament. C'est là où c'est compliqué. Et comme j'ai un truc un petit peu autiste, dans ma tête très obsessionnel, je dessine dans mon coin, je prépare tout avec beaucoup de minutie. Il y a un truc à un moment où bon, il faut un peu ouvrir la fenêtre de la chambre et faire rentrer de l'air. C'est là où le dialogue avec les productrices et les producteurs est extrêmement précieux. C'est quand même des partenaires de regard qui sont
extrêmement important, et surtout quand ils te connaissent bien, ils savent comment te parler. Par exemple, j'ai ça rapport là avec ma script aussi, qui à un moment, elle dit des trucs, et là, ça fait 3 fois qu'elle dit le truc, là il y a un problème de regard, là je me dis, bon, vraiment, si là, Lucie, elle insiste, c'est clair et net qu'il y a un souci dans ce raccord, il y a un truc qui manquait. Mais parfois, je l'ai pas compris, je l'ai pas vu, et donc voilà, c'est aussi se comprendre là-dessus, mais je reviens à la question, quand est-ce que le film, pour moi, il sera fini le 24 décembre, quand il sort en salle. Voilà, vraiment là, je sais que ok, c'est fini, j'ai fait le taf. Maintenant, je peux me concentrer à 100% sur l'écriture du prochain. Trop bien. Écoute, il est temps, je vais te laisser découvrir le message qui t'est Oh, destiné. ouah là là, mais non, c'est qui? Salut Pierre, c'est Julie. J'espère que la tournée des avant-premières se passe bien. Dans les premières versions du film, le film ne s'appelait pas La pire mère au monde, mais Entre chien et loup. Et en fait, c'était une métaphore qui suivait un peu tout le film et surtout les personnages, et dont il reste plein de choses dans le film actuel. Les gens qui l'ont vu sauront de quoi je parle. Mais en fait, l'idée, c'était un peu chaque personnage, chaque personne peut être soit un gentil toutou bien docile, soit un gros méchant chien. Et donc c'est une idée qui s'est un petit peu estompée avec les dernières versions du film, mais qui est quand même restée, et voilà, parmi plein d'autres idées, parce que Pierre est quelqu'un qui a une imagination très foisonnante et un univers assez dingue. Mais en fait, cette idée-là des chiens et des analogies avec les chiens, c'est un truc que moi j'ai pas mal gardé et qui m'a pas mal fait rire pendant le travail sur le film. Donc je donnais souvent des titres aux morceaux qui étaient des noms de chiens. Il y a eu comme ça, par exemple, Fatal Molosse ou Les larmes du teckel. Voilà, donc c'était un jeu un peu de laisser Pierre aussi associer ces musiques-là avec différents moments du film. Et tout ça pour dire que, en fait, je serais assez fascinée de voir un jour le monde à travers les yeux de Pierre Mazingarbe. S'il m'était donné la possibilité de passer une journée dans son cerveau et de voir le monde à travers ses yeux, je me demande vraiment si, quand il regarde les gens, il voit des animaux comme ça, à moitié effrayants, un peu dégueux. Je sais que lui, il a tendance à se voir comme une brebis. Et c'est une vraie question que je me pose et que je lui poserai un jour. Est-ce que ce monde, il le voit comme ça, comme s'il était dans un zoo? À bientôt, Pierre. Oh, Julie, c'est tellement touchant ce qu'elle met comme message, ça m'émeut énormément. Elle a vraiment tout capté, tout compris le truc, c'est incroyable. Alors, pour répondre à toi, Julie, non, dans ma tête, c'est pas un bon coup, c'est quand même assez anxieux, hein, les journées passées, hein. Moi, je suis trop flippé, trop anxieux de la vie. Donc non, vaut mieux être détendu comme tu l'es, Julie, et comme d'autres personnes le sont. C'est pas un bon plan d'être dans ma tête. Je déconseille ce rapport au monde, vraiment. C'est plus calme d'être calme. Non, mais alors, par rapport aux animaux, c'est vrai que j'ai le souvenir en fait des noms, effectivement, des musiques de Julie. Ça nous faisait beaucoup rire. Les chiens, les dogs de l'apocalypse. Il y avait des titres comme ça, c'était très amusant. En fait, pour moi, la question de être un chien ou être un loup, c'est presque un truc en fait politique, c'est-à-dire que comment, hein, c'est un rapport au monde. Quand le monde, quand tu le perçois comme quelque chose d'agressif, comment tu décides, est-ce que tu as de la souplesse et la finesse, la nuance et l'intelligence de dire, bon, et ben en fait, je vais pouvoir gérer ça. Si on fait le compte des gens vraiment méchants, des gens vraiment pervers, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je sais pas, on va dire 5-10% à tout péter, mais l'immense majorité des gens sont plutôt des gens qui sont blessés, pas bien. Donc, oui, voilà, c'était des animaux blessés, quoi, et qui agissent mal et qui font mal, ouais, comme je dis depuis Yegi. Donc c'est la réponse. Est-ce qu'il faut voir le monde comme ça, avec des gens nerveux et méchants? Et quand moi je suis tendu et anxieux, je vois tout ça comme une agression. Je suis un peu parano en plus et tout. T'apprends à te calmer en vieillissant. Mais en tout cas, oui, le film s'appelait Chien et Loup. Et il y a un peu de ça qui est resté, quoi. En tout cas, on jouait un match de boxe entre un chien et un chat, ou un chien et un loup, quoi. Si je reviens à ça, parce que pourquoi un chien et un loup? Le chien, c'était quand même en fait la domesticité, quoi. C'est en gros, les magistrats t'obéissent, quoi. Et est-ce que tu vas être quelqu'un qui obéit, et en fait finalement c'était pas plus mal parce que tu gardes la maison, et en fait ça te rend heureux parce que tu as une fonction, tu fais confiance et aveuglement confiant. Ou en fait t'es un loup et tu dis bah non, tu prends en fait tous les coups parce que t'es pas au chaud, t'es pas dans la maison, mais en revanche tu penses avec ta liberté, sauf que cette liberté elle a un coût social astronomique. Parce que si tu rentres pas dans les cases, bah juste t'es pas au chaud, quoi, mais littéralement. Donc il y a ça aussi. Merci, Julie. Voilà donc message de Julie qui est compositrice pour le film. Elle a tout de suite accepté de te laisser ce petit message.
Incroyable, incroyable. Je me permettrai une dernière petite anecdote. Tu étais donc venu présenter ton film à La Roche-sur-Yon. Oui. Tu avais brillamment reçu une belle ovation avec cette citation, cette phrase attribuée à Winston Churchill, en réponse à une personne qui lui proposait de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre. Et je cite, si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors ? Voilà, qui soulevait cette interrogation et qui la soulève encore aujourd'hui suite aux coupes de la région des Pays de la Loire dans le budget de la culture. Une phrase qui avait particulièrement résonné, qui m'avait vraiment touché et qui est restée depuis. Donc bravo et merci pour ce moment. Merci. C'est attribué à Churchill, il y a des doutes sur la paternité, mais en fait, la question, elle est intéressante sur pourquoi on se bat, quoi. Et le fondement, ça peut être interprété de plein de manières sur la question de l'identité d'un pays. En ce moment, il faut être honnête, ça se passe quand même vraiment très très mal, quoi. Cinéma, on reste encore protégé parce qu'il y a une partie industrielle qui est forte, mais je le vois très concrètement. On a des potes qui bossent dans le spectacle vivant, dans la danse, ils arrêtent, c'est fini. Là, déjà que c'était la galère, c'est mort, quoi. C'est plus possible, c'est pas viable, donc ils font autre chose. Euh, et tous les jours, tu vois ça, tu t'auto-censures au moment d'écrire parce que juste tu veux gagner ta vie. C'est le cas d'énormément de copains, c'est très courant. Non, ça va vraiment, vraiment mal et on voit pas des temps heureux là-dessus, quoi. Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Je sais pas pour l'instant de réponse à ça. Après, je renvoie quand même à des syndicats, par exemple, comme la SRF, qui font un super boulot là-dessus pour défendre. Enfin, il y a un travail de pédagogie énorme à faire, quoi. Par exemple, voilà, c'est quoi le CNC, comment ça marche? Est-ce que c'est fait avec nos impôts? On nous vole notre argent? Pas du tout, regardez. C'est un système vertueux qui est extrêmement intéressant. Ça tourne en vase clos. C'est de l'argent pris sur les billets. Si ça marche, et hop, ça revient en fait au cinéma. C'est pas piqué d'ailleurs, quoi. C'est là que je trouve ça intéressant. La moitié, en fait, des entrées en France, c'est les blockbusters américains. Et bah voilà, il y a un certain nombre de personnes qui veulent casser ce système-là en disant c'est quoi cette protection de cette industrie? Mais voilà, il y a une idée qui s'appelle l'exception culturelle qui est la culture, c'est pas un objet comme les autres, c'est pas comme des yaourts, ça amène un truc humainement. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont décidé ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un ministère de la culture. C'est ce qui fait que de dire bah, peut-être qu'en fait ça nous élève un peu, peut-être que ça nous protège. De, euh, de régime autoritaire. Voilà, c'est clairement imparfait comme système, il y a beaucoup de choses à redire, mais en l'occurrence, le CNC, par exemple, est quelque chose qui est envié dans le monde entier. Il y a le CNC, l'équivalent, la Corée du Sud a copié ce modèle-là, par exemple. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, cet argent-là, pardon, je finis là-dessus, mais cet argent-là, il va autant aux petits films d'auteur que aux blockbusters, hein. Quand Danny Boone il fait des millions d'entrées, le chèque qu'il reçoit du CNC, c'est des millions d'euros. Et tant mieux pour lui, ça récompense en fait les entrées salles aussi, le fonds de soutien. C'est ça, tout à fait. Pour rappel, donc La Pire Mère au Monde qui, au passage, bénéficie d'une sublime affiche au cinéma à partir du 24 décembre. Pierre, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Bonne continuation, je l'espère à très bientôt et je croise les doigts pour toi pour la sortie. Bah, merci Jean-Charles, merci de l'invitation, c'est adorable. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.